Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Et quand on sait que l'intestin est probablement à l'origine de 80% des maladies, rendez-vous compte, maladie de Parkinson, bien sûr, sclérose en plaques, même probablement Alzheimer, hein. Alzheimer, Ouais. maladie de Charcot, ça vaut quand même le coup d'aller regarder des petits paramètres biologiques qu'on a tous les jours dans les prises de sang pour ensuite aller un peu plus loin chercher d'autres parasites. Beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, allons vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, que nous avons souvent oublié, que nous ne connaissons pas, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps, les parasites, avec mon collègue le professeur Philippe Imbert de Besançon ou de la région de Besançon, et qui va nous parler de tout ce qu'il sait. Attention, c'est une mine d'or, ce livre, et là il va nous en faire un peu le résumé par les questions que nous allons lui poser, associé avec Jean, qui sera là peut-être pour discuter avec Philippe Imbert justement de la meilleure façon de nourrir les parasites et les entretenir, ou à l'inverse, de faire qu'il n'ait pas d'effet négatif sur nous. Alors Philippe, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre sur les parasites? J'imagine que tu vois beaucoup de patients, oui, et que c'est ça qui t'a permis de dire il faut absolument leur faire savoir. Oui. Des hôtes invisibles. Et oui, ils sont invisibles, mais ils sont là. Ils sont là, et depuis tout le temps, dans ma spécialité de dermatologie et de médecine interne, je me suis rendu compte que beaucoup de patients avaient des symptômes à type de démangeaison, quelle que soit d'ailleurs la maladie qu'ils avaient, et c'est comme ça que je me suis mis à imaginer qu'ils avaient des parasites quelque part dans l'intestin petit à petit, et que j'ai construit mon idée de la façon dont ces parasites envahissent l'intestin, pour quelles raisons ils le font, et comment ils peuvent venir impacter une maladie, comme un eczéma atopique, être à l'origine d'une urticaire, etc. Donc des problèmes de peau qui t'ont fait penser à l'intérieur du tube digestif. Exactement. Bon, tu deviens gastro-entérologue actif, pas simplement un tubologue qui consiste à dire il n'y a rien, il n'y a pas de tumeur, il n'y a pas de polype, quoi. Oui, parce qu'il y a des liens étroits d'ailleurs entre le tube digestif et la peau. Bien sûr. Et quand quelqu'un a un problème de peau, il est bien rare qu'il n'ait pas de problème digestif. C'est ça. Et alors, ces parasites, dans le livre qui est absolument fabuleux à lire, parce que ce sont des histoires, oui, des histoires vécues, avec tous les symptômes, et puis la découverte. Et là, on voit que tu es dans le labyrinthe de la recherche étiologique des causes, et puis tu y vas, et tu vas la trouver. Oui. Et tu la trouves à la fois dans une anamnèse complète du patient que tu interroges dans le détail, et puis la biologie. Oui, bien sûr. Alors, il faut questionner le patient qui vient, quelle que soit la raison pour laquelle il vient en consultation. On va poser des questions sur beaucoup de choses. Et beaucoup d'éléments vont m'orienter vers la possibilité qu'il a des parasites intestinaux. Ça peut être des démangeaisons dans les oreilles. Ça peut être ce que les patients appellent un psoriasis du cuir chevelu, alors que ce n'est pas un psoriasis, c'est tout simplement un eczéma du cuir chevelu. Et très souvent, on dit par habitude, et je l'ai appris en tant qu'interne, et je l'ai enseigné comme ça en tant que professeur, c'est dû à des champignons. Et on donne des shampoings antipelliculaires, anti-champignons. Et en fait, ça ne marche pas, ça récidive, etc. Et personne ne s'est posé la question pour savoir pourquoi on a cet eczéma du cuir chevelu. Peut-être y a-t-il des champignons, certes, mais ces champignons sont favorisés par la présence de parasites intestinaux. Et la biologie va nous en convaincre, puisque si on regarde toute la biologie des 10-15 dernières années, bien entendu, il ne faut pas se contenter de la dernière prise de sang, oui, qui, elle, n'a malheureusement pas grand intérêt. Et bien, sur ces prises de sang antérieures, on va trouver des anomalies compatibles avec
une parasitose. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Un dosage des immunoglobulines E, qui a été fait par un médecin, on ne sait pas pourquoi, mais il est là, il est élevé. Une hypergamma-globulinémie sur l'électrophorèse des protéines, ça c'est très intéressant. Et puis, une hyperéosinophilie. Sur les globules blancs. Sur les globules blancs, on va la voir une fois, 2 fois, et pendant 15 ans, on va plus rien voir. Et cette prise de sang d'il y a 10 ou 12 ans, où les éosinophiles sont à 530, va nous indiquer qu'à ce moment-là, probablement les parasites sont rentrés et donnent aujourd'hui la pathologie qui est là. Et n'ont pas continué à stimuler les éosinophiles pour qu'ils soient élevés, puisque tu dis... Alors, c'est pour ça que tu as besoin toujours des bilans biologiques préalables, en disant, amenez-moi ça depuis votre naissance, au fond. Exactement. Et là, tu épluches, c'est un boulot dingue. Oui, c'est un boulot dingue. Tu as une vision rapide Oui. et hyper compétente. Donc, ce que souvent, je dirais, le médecin généraliste ne fait pas. Il demande une prise de sang, et puis il vous dit, oui, vous avez assez de globules rouges, basta. Alors qu'il n'est pas allé voir le détail des globules blancs, la CRP, etc., quoi. C'est très important parce que sur cette formule des globules blancs, on va voir quoi? Les éosinophiles, donc ces globules blancs qui vont monter peut-être lorsqu'il y a des mouvements des parasites, lorsqu'ils se mettent à migrer à travers l'intestin pour monter dans le poumon puis redescendre dans l'estomac comme ils le font habituellement. Mais on va voir aussi à côté de ça les lymphocytes qui peuvent être soit très augmentés, ça voudrait dire qu'il y a une maladie inflammatoire de l'intestin associée, ou soit très bas, ça veut dire qu'on perd des lymphocytes dans l'intestin à la faveur d'une entérite, entéropathie exsudative qui suinte. Oui. On peut avoir l'hypergamma ou hypogamma-globulinémie, ces anticorps qui eux aussi vont fuir. Et puis en parallèle, comme il y a toujours une cause à une cause, on a de l'eczéma, je vais trouver comme cofacteurs les parasites. Et pourquoi les parasites sont là? Parce qu'il y a une maladie inflammatoire de l'intestin. Eh bien là, ce sont les monocytes, certains globules blancs qui sont les marqueurs d'une maladie granulomateuse qui vont nous dire qu'il y a peut-être une maladie de Crohn. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée et que cette petite eczéma du cuir chevelu va peut-être révéler une petite maladie de Crohn. En un mot, je dirais énergie positive. On vit plein de choses, on vit le rire, on vit les larmes, on vit de la libération en fonction de ce qu'on a lâché. L'énergie collective est au rendez-vous, l'égrégore est là, et on sent que c'est très chaleureux, très vivant, les intervenants sont super, donc on a vraiment hâte de découvrir la suite. Ouais. Alors comment les parasites, tu dis, traversent le tube digestif, ils vont au foie, ils vont au poumon, ils vont revenir à l'estomac, par où passent-ils? Ça c'est incroyable, je n'arrivais pas à le croire. Oui. On nous a enseigné ça en 3e année de médecine, mais bon, on écoutait les choses comme ça, mais quand on pense qu'un tube digestif c'est quand même extrêmement étanche, toi qui es chirurgien, tu vois comme ça, mais ça arrive à passer. À passer à la faveur de quoi? Du leaky gut, ce qu'on appelle l'intestin poreux. C'est ça. C'est comme ça que j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que les cellules ne sont plus adhérentes, elles s'écartent un peu, et il y a des microbes qui passent. Parmi les microbes, il y a des bactéries. Est-ce que ce sont elles qui vont donner les otites, les angines, quand on est un petit enfant, à la faveur des perturbations dues au lait de vache? Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les parasites, eux, passent. Ils passent, oui. Et il y a une découverte que j'ai faite, c'est que il y a un des parasites qui est particulièrement sournois, qui s'appelle la toxocarose, qui est l'ascaris du chien. Celui-ci donne des larves dans notre corps. Ces larves passent à travers l'intestin seulement si vous avez une maladie de Crohn. Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin. S'il y a déjà des perturbations, des trous presque tout faits pour laisser passer. Donc, il y a une discussion entre l'intestin et le parasite qui nous fait avancer beaucoup dans la compréhension. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va passer la barrière intestinale par les cellules qui sont séparées et pas assez collées, et il va arriver au foie. Oui. Or, nous savons que nous avons ce qu'on appelle une bactériémie portale. La veine porte est la grosse veine qui amène les nutriments du tube digestif qui ont passé la barrière pour aller vers le foie, et on sait qu'il y a une bactériémie portale que nous n'avons pas dans le sang systémique périphérique,
et que le foie va régler le problème. Donc là, le problème, c'est que le foie ne va pas régler le parasite. Qu'est-ce qu'il va faire, ce parasite, dans le foie? Il ne règle pas. C'est pourquoi les enzymes hépatiques sont très importants à regarder également, parce que dans certaines parasitoses, pas toutes, le parasite va s'arrêter dans le foie. Ça peut être la douve, ça peut être la toxocarose. Et il y a un signe qui est très particulier. Tout le monde a entendu parler des gamma-GT. C'est pas dû à l'alcool dans la plupart des cas. Ça peut l'être, mais ça n'est pas là ici. C'est dû au parasite. Donc si vous avez des gamma-GT augmentés, des démangeaisons et puis une hyperéosinophilie de temps en temps, il faut vraiment penser au parasite. Alors, donc tu te dis, il y a un parasite qui est dans le foie, et comment tu vas flinguer ce parasite qui va faire des catastrophes dans le foie, au fond, et peut-être ailleurs? Alors, il va surtout les faire ailleurs. Dans le foie, il donne pas grand-chose, il est surtout de passage, et il va faire des dégâts ailleurs. Alors, l'ascaris, les petits vers qu'on a dans notre intestin, lui, vont passer... Ils vont devenir adultes dans l'intestin, vont passer à travers la barrière, vont monter et vont ressortir au niveau des poumons. C'est incroyable, je ne sais pas. Ils suivent la voie logique. Hein. La voie logique. Ils vont sortir par la trachée et on va les réingurgiter au cours de la nuit dans l'ésophage. Donc on va tousser un peu puis on avale, quoi. Exactement. Rendez-vous compte qu'il y a des personnes qui, au milieu de la nuit, ont sorti un ascaris comme ça de la bouche parce qu'il s'est trompé de chemin. Incroyable. Et quand ces personnes-là on racontait ça à leur médecin, personne n'a voulu les croire, on les a pris pour des fous. Alors qu'en fait... Tu racontes tout ça, c'est merveilleux. Ah oui, c'est incroyable. Alors donc, ça va faire le grand tour. Et ça refait un tour, et puis ça en refera un autre, etc. Et les eosinophils vont remonter, les problèmes biologiques, on va se gratter, on va faire de l'urticaire, les femmes vont faire des manifestations urogénitales, on en parlera tout à l'heure, etc. Mais alors, ces parasites, au fond, ils sont dans le tube digestif et appartiennent au microbiote digestif. Oui. Et ce microbiote digestif, il y a des équilibres et des déséquilibres. On sait qu'il y a énormément de bactéries, il y a aussi des champignons, et donc il y a des parasites. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des parasites qui nous font du bien par rapport aux parasites qui, eux, nous font du mal? Alors, je pense qu'il y a des parasites, et peut-être Jean pourra nous en parler de ce microbiote, parce que quand on parle du microbiote, on pense surtout virus, bactéries, un peu champignons. C'est ça. Pas tellement parasites. J'ai jamais entendu quelqu'un parler du microbiote parasitaire. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui, il y a probablement des parasites qui servent à quelque chose. C'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on tue tous les parasites. Ils sont devenus mes amis petit à petit. Mais par contre, quand ils sont à l'origine d'une maladie, bien entendu, parce qu'ils créent une immunodépression, une baisse de l'immunité, qui peut développer d'autres maladies. Et on a même suspecté dernièrement des cancers. Oui. Alors on sait que ça favorise les herpès. La douve dans le foie peut donner un cancer du foie. Exactement. Un cancer des voies biliaires, tout à fait. Exactement. Et puis d'autres parasites vont favoriser l'éclosion de certains cancers. Ça favorise l'herpès, le papillomavirus. Rendez-vous compte, quand vous êtes une femme avec un frottis du col de l'utérus qui est perturbé, ça vaut quand même la peine de savoir s'il y a des parasites ou pas pour pouvoir les traiter. Donc ça, ce sont des parasites pathogènes. Il est vraisemblable qu'on a quelques parasites qui peuvent être utiles. J'ai lu, et je n'ai pas retrouvé encore la référence, mais je l'ai lu, qu'il y avait 5000 parasites lorsque on pense qu'ils sont pathogènes. 5000 sur les 6,50 m d'intestin grêle. C'est énorme. Énorme. Hein. Et je ne sais pas qui s'était amusé à les compter. Mais en tout cas, par contre, si on en a des dizaines ou des centaines, c'est pas très grave. Mais en tout cas, également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont complètement, selon moi, collés à la muqueuse, si bien qu'on ne les trouve pas dans les selles la plupart du temps. Oui. Et l'endoscopie non plus. Et l'endoscopie non plus, puisqu'elle va dans le côlon la plupart du temps, elle va rarement dans le... Et on les voit pas. Ils sont bien cachés. Sous les plis peut-être. Est-ce que quand tu opérais, tu as pu voir dans Écoute, quand on opérait, on voyait ce que les gens mangeaient. C'est-à-dire qu'on retrouve, surtout s'ils sont en occlusion, on voit qu'ils ont pris du kiwi, qu'ils ont des petits pois qu'ils n'ont pas mastiqués, ou des pois chiches qui sont encore là. Mais franchement, pas les non, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu d'animaux, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, tu dis des hôtes invisibles. Au fond, on a des hôtes invisibles qui sont pas sympathiques d'une manière générale, quand ils peuvent créer des pathologies, et puis des hôtes qui seraient sympathiques. Alors Jean, est-ce que tu peux nous proposer des choses sur le microbiote parasitaire sympathique ? Je suis assez convaincu que dans le microbiote, il y a des parasites qui doivent être compris. J'ai pas de grande connaissance concernant les parasites eux-mêmes, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que on observe quand même couramment que dans une même famille, quand il y a quelqu'un qui attrape une parasitose ou qui fait une gastroentérite, etc., il y a des personnes qui vont l'attraper tout de suite, d'autres qui vont la déclarer peut-être plus tard quand ils seront fatigués, et d'autres qui n'auront rien du tout. Et ceux qui n'ont rien du tout sont les personnes qui, généralement, ont une santé qui est un peu plus solide, une immunité qui est un peu plus solide, et qui sont moins facilement sujets à des troubles digestifs.
Et je suis assez convaincu, et les travaux de Jean Seignalé m'en ont convaincu déjà il y a bien longtemps, que c'est en bonne partie une question de microbiote et donc d'alimentation, puisque notre microbiote est sélectionné selon le type d'alimentation qu'on a. Donc si on a une alimentation très riche en protéines, notamment en protéines animales, on va avoir beaucoup de colibacilles parce qu'ils se nourrissent de protéines. On va avoir beaucoup de protéobactéries. Si par contre on a une alimentation riche en fruits et légumes, on va sélectionner des bactéries de fermentation de type Bifidobacteria, des lactobacilles, des bactéries donc qui sont appelées probiotiques parce que elles sont capables de produire des substances par leur métabolisme qui aident à réduire l'inflammation digestive, à entretenir cet effet de barrière biologique au niveau de l'intestin. Cicatriser l'intestin, quoi. Voilà, elles vont y contribuer et elles sont même capables aussi de contribuer à la production d'immunoglobuline A. Donc elles ont un effet de régulation du système immunitaire. Donc ce que Seignalé va être observé, puisque dans les conseils qu'il donnait, il y avait quand même beaucoup d'aliments crus. On sait que les aliments crus, c'est un risque, voilà, de se contaminer avec des parasitoses. Donc il a soigné beaucoup de patients, je crois qu'il les a comptés par centaines, dans beaucoup de pathologies assez complexes et qui sont des pathologies chroniques encore compliquées aujourd'hui, malgré tous les progrès de la médecine. Et il obtenait de très bons résultats, mais les conseils qu'il donnait, c'était des conseils d'une alimentation en grande partie crue ou très peu cuite, mais surtout de très haute qualité. C'est-à-dire qu'on n'allait pas choisir plutôt du bio, quoi. La viande n'importe où. On allait chez le boucher, c'était une viande qui était abattue dans de bonnes conditions, qui était conservée dans de bonnes conditions. Pareil pour le poisson, etc. Et ça fait partie des bases que on ne fait pas suffisamment connaître aux particuliers. Quand on mange des crudités, c'est important de manger des crudités, de s'y réhabituer progressivement quand on ne supporte pas. Oui. Mais par contre, il faut prendre des produits de qualité, donc plutôt aller vers le biologique, et puis ensuite les nettoyer comme il faut, pas juste pour le sable, les cailloux, etc. dans la salade, mais aussi parce que si jamais ce sont des salades d'un maraîcher de petite dimension qui a des chats qui viennent chasser les souris, etc., ils peuvent, en venant laisser leurs excréments, leurs déjections, laisser des parasites. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, la salade, il faut la faire tremper dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc, bien la rincer et faire ça systématiquement quand on va manger des aliments crus. Et après, quand ces aliments auront été congelés ou cuits, la question ne se pose plus puisque la congélation va tuer les larves et les œufs, a priori, sauf exception que je ne connaîtrais pas. Et puis, la cuisson, de toute façon, la température élevée va régler la question. C'est pour ça qu'on dit que le porc, par exemple, il ne faut jamais le manger saignant. Il faudrait le manger bien cuit. D'accord. Donc là, on est vraiment dans la relation entre l'immunité, l'alimentation et la présence de ces hôtes invisibles. Oui. Mais tu racontes là-dedans des choses absolument exceptionnelles avec des gens qui se retrouvent dans des symptomatologies qui ne font pas du tout penser à des parasites. Non. C'est incroyable. Il y en a, par exemple... Alors, on sait que certains parasites peuvent être à l'origine d'une épilepsie. Oui, oui. Si le parasite se localise dans le cerveau, d'un asthme, si les parasites sont dans le... Passant par la voie lymphatique, alors. Oui, par les voies lymphatiques qui se trouvent dans le poumon. Mais, par exemple, chez la femme, ça c'est très important, de nombreuses femmes ont des soi-disant cystites. Oui, on fait des cystites à répétition. Même interstitielles, on peut dire. Oui. Et personne ne s'interroge. Est-ce que les analyses d'urine sont celles d'une cystite? Pas du tout. Quand on regarde les résultats des urines, on s'aperçoit soit il n'y a pas de bactéries. Il n'y a rien, oui. Soit il y en a plusieurs, et à ce moment-là, on sait que ça n'a aucune signification, ou soit il n'y a pas de globules blancs. Donc, en aucun cas, ce n'est pas une cystite, selon la définition. Tout à fait. Mais on ne s'interroge pas. Et en même temps, elles font soi-disant des mycoses. Mais une mycose, on sait très bien ce que c'est une candidose avec une plaque rouge, des petites pustules et puis des dépôts blanchâtres. C'est pas ça qu'elles font, les dames. Elles ont des démangeaisons au niveau génital et des pertes. Elles appellent ça mycose. Eh bien, ces cystites et ces mycoses, j'ai pu découvrir que c'était dû aux parasites. Et donc, comment je l'ai découvert? Parce que les premières personnes chez qui je l'ai évoqué avaient d'autres signes évidents de parasites. Voilà, et petit à petit, je l'ai évoqué chaque fois qu'il y avait des cystites. Et puis les personnes m'ont écrit, en disant, formidable, vous avez mis fin à 15 années de errance diagnostique devant mes cystites et des mycoses. Donc voilà, pour les femmes, c'est quelque chose de très pratique. Pensez à cela. Et puis si de surcroît, cette femme fait de l'herpès, fait du papillomavirus, alors là, raison de plus pour qu'elle se traite. Alors, très intéressant parce qu'il y a un collègue à Strasbourg qui est un grand spécialiste de la cystite interstitielle. Et j'ai vu des patientes qui sont venues voir notre équipe en disant, il est très gentil cet homme, finalement il nous prend un peu pour des psys en disant, j'ai vraiment que moi, dame, j'ai une cystite interstitielle, mais efficacité c'est 0, quoi.
il n'a jamais parlé d'un parasite. J'ai Ouais, non, lu c'est vrai. intégralement tout ce qu'il a écrit là-dessus, mais jamais il a parlé d'un parasite. Non. Il n'a même pas cherché. À mon avis, il n'y a même pas pensé. Non. Tellement que je me suis dit, un de ces jours, il faut qu'on l'invite avec Philippe Imbert pour qu'il y ait une bonne discussion sympa Bonne discussion, sur un ouais. sujet comme ça. Bien sûr. Parce que c'est épouvantable. Et il y a beaucoup de circonstances où c'est le cas, et on n'y pensera pas, alors que les parasites jouent un rôle très important. Ouais. Mais il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, ces anomalies biologiques ou un petit signe clinique particulier. Oui, On c'est doit ça. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, chez toi, c'est que tu vas prendre le patient dans son intégralité avec un dossier, avec un historique, où tu n'as pas peur d'aller tourner les pages du bilan biologique Oui. pour rechercher tous les détails, quoi. Oui, alors les personnes qui viennent sont même étonnées parce qu'ils ne pensent pas que je vais le faire, et je vais le faire Oui, avec oui. une pile comme ça. Et tu Pendant tout le temps de la discussion, je tourne les pages. Et comme les examens en France sont présentés souvent de la même façon, Oui, oui. je flash très rapidement. Oui, on flash vite, oui. Et on flash vite. En revanche, quand on a des résultats belges ou suisses, Ah oui, c'est ça, plus c'est- la même présentation, on prend beaucoup plus de temps. Même les Suisses, ils sont compliqués. Ils sont compliqués parfois la présentation des résultats. Donc on arrive effectivement à prendre ce temps-là. Alors je pense que le médecin ne peut pas le faire à chaque fois, Oui. mais le faire au moins une fois par an pour revoir toute la biologie d'un patient, c'est très important parce qu'on va dénicher des petits signes. La médecine, en fait, les cas les plus difficiles à traiter, les errances diagnostiques, c'est des choses qui vont se résoudre avec des petits signes et pas des gros trucs. Toi, tu vois des errants. C'est le Les cas de le errances, dire. les petits signes, et quand les personnes arrivent et que vous leur dites le nom de la maladie, mais ils n'imaginent pas que ça soit une maladie aussi simple que ça, Ouais, ouais. qui va se guérir aussi facilement. Simplement, personne n'y a pensé parce que on cherche des gros signes et on les trouve pas. Alors, on devait faire récemment, on n'a pas pu parce qu'il y avait un problème de santé d'un de mes amis qui est vétérinaire, on devait faire un live sur les animaux de compagnie. Les chats, les chiens, les oiseaux, le cheval, etc. Et il est un passionné de tous ces sujets-là. Il a écrit un bouquin sur toute l'homéopathie que les vétérinaires doivent connaître. Mais toi, tu interroges aussi les patients sur vous avez un chat à la maison, vous avez un chien à la maison, qu'est-ce que vous faites, oui. etc. Ça aussi, c'est un point essentiel. Ça, c'est un point essentiel et ça a permis de sauver plusieurs patients. Par exemple, ce monsieur qui était le père d'un de mes collègues, donc dermatologue, ce monsieur, à 75 ans, se met à devenir tout rouge. Et à se gratter beaucoup, avec des ganglions. Ça fait peur, ça évoque un lymphome. Ah oui, bien sûr. On évoque Cancer, quoi. un cancer. Maladie lymphomateuse. Et c'était le diagnostic. Parce que les globules blancs étaient en conséquence, les éosinophiles dans les lymphomes sont augmentés aussi. Mais je me suis dit, si ces éosinophiles-là étaient en fait le reflet d'une parasitose. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je suis instituteur. Mais vous allez à la chasse? Oui. Vous avez des chiens? Oui. Et je me mets alors à Voilà. me dire, est-ce qu'il n'aurait pas attrapé une toxocarose, Toxocaracanis? Je cherche la maladie, je trouve Toxocaracanis Et tu la cherches comment? Par par une recherche biologie, des anticorps par une biologie, Sanguine. anticorps, sanguine. D'accord. Et il s'avère que Besançon, le service de parasitologie, a fait beaucoup de travail là-dessus. D'accord. Et travaille avec un producteur d'antigènes de Toxocara, c'est un monsieur à Lyon, qui élève ces petits vers Ah oui, d'accord. pour avoir des protéines. Et donc, on a un sérodiagnostic qui est parfait. Eh bien, ce monsieur, le sérodiagnostic est positif, donc on ne risque rien de le traiter. Bien sûr. 15 jours avant de commencer la chimio. On traite et il guérit. Les ganglions régressent. Donc il n'a pas eu à voir de Et il n'a pas traiter eu de lymphome. chimio. Et on a des biologies, des histopathologies, des biopsies de lymphome dans des maladies parasitaires. Ça, c'est intéressant. Donc ouais. il faut creuser. D'accord. Et puis le même parasite a pu donner chez un enfant, dans les années 50, quelque chose de catastrophique. Un enfant qui a eu un petit chiot à Noël. Il le Ouais. prend dans ses bras. 6-8 mois après, il perd la vue, cet enfant de 4 ans. On l'emmène chez l'ophtalmo à l'époque, dans les années 50, et on voit une tumeur du fond de l'œil. La panique, c'est il a la plus grave des Un tumeurs. rétinoblastome. Voilà, rétinoblastome. Et le chirurgien, ophtalmologiste, se précipite, on va l'opérer. Et quand on analyse l'œil au microscope, parasite, de chien, Toxocaracanis. Et il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui ont un œil de verre, qui ont été opérés pensant qu'ils avaient un rétinoblastome. Alors aujourd'hui, les spécialistes de l'œil, ils le savent. Ils le savent, oui. Ils vont chercher. Et ça fait très important. Donc il y a 2 services qui cherchent le C'est toxocarose. Besançon C'est Besançon avec les ophtalmos et la dermato. Et médecine Excellent. interne. Parce que tu les as formés, au fond. Et oui, Ce oui. sont tes grands élèves, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Très intéressant. Donc voilà, c'est toxocarose. Alors il y a tous les autres petits parasites. Faut pas confondre également, tout le monde pense aux petits oxyures. Oui, Bien oui. sûr. C'est banal, ça. C'est banal, on les a dans le canal anal, dans Oui. le rectum. Ça va Ça pas tellement gratouille, plus quoi. loin, ça gratouille. Et ça, bien sûr, chaque fois qu'un anus gratte, il faut penser parasite. Bien sûr. S'il n'y a pas de tumeur, de lésion, de maladie de l'anus, forcément, c'est les parasites. Mais, très souvent, ce qui se passe,
c'est qu'on va faire des analyses. Et ces analyses vont nous tromper, parce qu'elles vont être négatives. Et on dit, ben non, on n'a pas trouvé de parasite, donc il n'y a pas de parasite. Dans les selles, tu veux dire? Dans les selles. Dans les selles, on ne trouve pas. C'est pas parce que on va à la pêche qu'on ramène pas de poissons qu'il n'y a pas de poissons dans la rivière. Exact, il y a des poissons. Donc, les analyses de sel sont en général souvent négatives. C'est ce que les études allemandes avaient démontré. Oui. Donc, si ça démange, on traite. Et on voit le résultat. Oui, si on est guéri, tant mieux. Mais j'ai des adultes qui ont attendu 15 ans avant d'être traités. Le traitement n'est pas très coûteux, quoi. Pas très coûteux, pas trop risqué. Oui. Et on a fait des examens pour rien. Alors, pourquoi on les trouve pas dans les selles? Parce que, selon moi, ils sont collés. Oui. Voire même, peut-être même, incrustés dans la paroi. Oui. Cachés derrière du mucus. Entre deux entérocytes sans avoir à passer encore la barrière. Exactement. Oui. Et donc, et puis, quel est l'être vivant qui va passer sa vie dans des matières fécales? Oui. Franchement. Donc, non, mais voilà. alors, est-ce que l'alcool, par exemple, prendre un petit verre de vin à chaque repas, ça pourrait flinguer quelques parasites qui seraient là pour nous chatouiller? Est-ce que tu serais assez favorable à prendre un verre de vin? C'est favorable pour leur faire plaisir le samedi soir, un petit verre de vin pour faire plaisir aux parasites. Non, mais là, je n'ai pas d'informations à ce sujet. D'accord. Concernant l'alcool, il faut avoir conscience qu'une consommation modérée a un impact très, quasiment nul sur la santé. On sait par contre que le fait d'en consommer trop et trop souvent a un impact sur le microbiote intestinal, a un impact sur le foie. Donc c'est tout à fait possible que ça creuse. En plus de ça, le système immunitaire est perturbé par la consommation d'alcool. Donc c'est pas impossible que ça favorise aussi le développement de parasitose si on en abuse. Alors, quels seraient les aliments qui peuvent contribuer à la nutrition du parasite? Est-ce que tu as des données là-dessus? Est-ce qu'il aime le sucre? Est-ce qu'il préfère les protéines? Je pense que chacun doit avoir son menu préféré, comme toujours. Il y en a probablement qui apprécieront davantage les protéines animales, d'autant qu'ils se développent dans le muscle, ou en tout cas on les retrouve dans le muscle de l'animal. Donc les parasitoses liées à la consommation de certaines viandes qui n'auraient pas été, je dirais, abattues comme il faut et conservées comme il faut. Pareil pour les poissons. Donc je pense que très logiquement, tout comme l'alimentation est capable de moduler le microbiote bactérien, donc une alimentation riche en végétaux va favoriser un bon microbiote bien équilibré. Une alimentation riche en produits ultra transformés, pauvre en fibres, va empêcher le bon développement de ces bactéries-là. Et au bout d'un moment, c'est un peu le principe des places de parking. Quand il y a une place de parking qui se libère, ça laisse de la place à un potentiel pathogène. Alors, ce que tu dis là est très intéressant parce que on sait, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, que certains parasites, le botryocéphale, qui est un ténia du poisson. Moi, longtemps, j'ai cru que c'était un nématode, un ver rond, et en fait, c'est un ténia. Eh bien, il se nourrit de vitamine B12. Ah. Et donc, on a des patients parfois qui ont des carences en vitamine B12, et on ne connaît pas l'origine. Ils n'ont pas de maladie de la dernière partie de Lanzgrel, qui s'appelle l'iléon. Ils n'ont pas d'insuffisance de sucre pancréatique, ils n'ont pas de maladie de l'estomac, maladie de Birmer, eh bien, ça pourrait être ce parasite botryocéphale. Et on découvre beaucoup chez ces gens qui ont ces pathologies avec des parasites, des déficits en carnitine, en vitamine B9, etc. Et je pense qu'il y aurait des sujets de recherche à faire. Est-ce que certains parasites ne vont pas consommer, à l'instar du botryocéphale pour la B12, ne vont pas consommer de la B9, de la carnitine, etc. Donc on pourrait certainement découvrir des nutriments qui vont baisser dans le sang des gens qui sont porteurs de certains parasites. Alors, c'est hautement probable, si tu me permets, parce que on sait que certaines bactéries, quand elles sont très abondantes, les protéobactéries dont on parlait tout à l'heure, sont capables de se nourrir, par exemple, d'un acide aminé très important pour l'imperméabilité de la peau, qui s'appelle l'histidine. L'histidine qui permet de fabriquer une protéine qui s'appelle la filagrine, donc très très importante pour la jonction, la cohésion des cellules de ce tissu de revêtement. Eh bien, quand on a un microbiote trop riche en protéobactéries, on va putréfier cette histidine, elles vont se nourrir de l'histidine et elles vont rejeter une molécule dérivée de l'histidine qui s'appelle l'histamine et qu'on connaît parce que c'est un médiateur de l'inflammation. D'où antihistaminique. Voilà, donc on peut avoir des sortes de phénomènes de pseudo-allergie que vous connaissez certainement très bien, de personnes qui ont un prurit cutané, etc. Et qui s'amplifie quand ils mangent moins bien et qui réduit quand ils mangent mieux. Ce que dit Jean à propos de cette pseudo-allergie, c'est très important. Alors, il y a le biais de la voie de l'histamine, mais également, il faut savoir que la réponse immunitaire à l'égard des parasites, c'est en grande partie les immunoglobulines E. Les bactéries, quand on fabrique des anticorps, c'est des IgG, des IgM.
contre des bactéries intestinales, ça va être des IgA. Mais pour les parasites, c'est souvent des IgE. Pas toujours, mais souvent. Eh bien, ces IgE sont des anticorps qui créent de l'allergie, en fait. Quand on est allergique à la pêche, on a des IgE contre la pêche. Et donc, on sait, et ça a été démontré, que les parasites suscitant beaucoup d'IgE vont entraîner avec eux des allergies alimentaires. Donc, une personne qui fait des allergies alimentaires a aussi probablement des parasites qu'il faudrait réduire pour freiner ces allergies alimentaires. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il y a des liens allergies alimentaires, parasites. Donc les circonstances sont très nombreuses. Ce jeune homme qui fait de l'asthme, après avoir mangé une pomme, ou qui fait de l'asthme depuis l'enfance, quand il régurgitait, il est intolérant au lait de vache, il est intolérant à la pomme, eh bien cet enfant-là, ou ce jeune homme, a probablement aussi des parasites. Et alors, maladie de Crohn, maladie intestinale chronique, etc. Tu dis que très souvent, les maladies de Crohn ne sont pas diagnostiquées correctement. Oui. Soit on ne voit pas, on dit bah oui, il a la diarrhée, il a les troubles digestifs, etc. Alors il va prendre ceci, il va prendre cela, et le diagnostic n'est pas fait. Oui, le mot fait peur. Le mot fait peur et on n'ose pas le dire. Et donc on ne dit pas quelqu'un qui a mal au ventre, qui a des douleurs importantes, qui est soit constipé, soit diarrhéique. On va dire côlon irritable, on va dire colopathie fonctionnelle. On n'ose pas prononcer le mot de Crohn. Parce que pour prononcer le mot de Crohn, on voudrait une biopsie qui montre les granulomes de la maladie de Crohn. Ça. Mais les granulomes de la maladie de Crohn, c'est comme le granulome de la sarcoïdose. On peut avoir une sarcoïdose sans trouver de ganglion avec un granulome. On a un poumon interstitiel, ça suffit. Bon. Et donc, il faut oser poser le diagnostic de maladie de Crohn devant un ensemble de symptômes digestifs, de la biologie cutanée, et même avec une coloscopie normale. Oui. Le rhumatologue, quand vous avez une polyarthrite, vous avez mal aux articulations, on fait une radio, on voit rien. Oui. Et pourtant, on dit bien polyarthrite, parce qu'il y a des critères. Bilatéral, symétrique, ceci, petite articulation. Donc, on peut même dire polyarthrite rhumatoïde. Eh bien là, au niveau digestif, on n'a pas passé ce cap. On n'ose pas dire entéropathie inflammatoire. Oui. Alors qu'on pourrait. Il y a des marqueurs biologiques qui ont été étudiés. Par exemple, le lysozyme, c'est un dosage que très peu de médecins font. En revanche, on sait qu'il est augmenté en cas de MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. L'alpha-2 macroglobuline est abaissée. Les anticorps anti-Saccharomyces sont positifs. Et puis, la vitamine B12 est basse. Pourquoi? Parce qu'elle est justement normalement absorbée. Elle est consommée, mal absorbée au niveau de l'iléon, là où il y a la maladie. Ben, quand vous avez tous ces critères, la littérature médicale a dit on peut parler de maladie de Crohn, même avec une coloscopie normale, même. Et donc, c'est parfois même autant des médecins peuvent avoir des réticences, mais j'ai même des patients qui m'en veulent d'avoir prononcé ce mot parce que leur coloscopie était normale. Oui. Mais on a le droit de prononcer ce mot de maladie de Crohn avec coloscopie normale, puisqu'il y a tous les critères. Et ce n'est qu'une fois que le diagnostic est posé, qu'on a dit le nom, qu'on peut traiter et que le malade va pouvoir guérir. Tout à fait. Tant qu'on n'a pas mis de mots sur les douleurs, on ne guérit pas le malade. Je me souviens d'une malade qui était venue me voir, envoyée par les ophtalmos parce qu'elle avait perdu la vue. Elle voyait le jour de la nuit et la nuit, pas plus, et elle avait ce qu'ils avaient appelé une rectocolite ulcéro-hémorragique. Elle pleurait le sang par en bas, mais elle pleurait aussi un peu le sang par ici. Elle avait une uvéite bilatérale. Bon. Oui. Moi, je la vois sur le plan digestif. Elle avait un côlon qui était foutu, une partie de l'intestin grêle qui était correcte, mais vers la fin, c'était pas génial. C'était peut-être un Crohn ou une rectocolite, peu importe. Ce qui est certain, c'est que on ne pouvait pas garder un côlon tel quel. Bon. Donc, je décide d'intervenir chirurgicalement et je dis à mes collaborateurs, vous allez voir, cette femme va retrouver la vue après l'intervention chirurgicale. Elle avait une uvéite bilatérale. On l'opère, on évite l'anus artificiel, tout se passe bien. Et puis, je vais voir l'infirmière de réveil et je lui dis, mademoiselle, quand la patiente un tel sera réveillée, vous lui mettrez le Midi Libre de l'époque, Journal du Sud, sous les yeux. Mais monsieur, elle est aveugle. Je dis, mademoiselle, vous connaissez bien le dossier, je vous félicite, mais vous allez voir qu'après l'opération, elle va voir. Donc, vous m'appelez dès qu'elle est réveillée et mettez-lui le Midi Libre sur les yeux. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Elle avait retrouvé la vue. Donc, ça veut dire que la pathologie digestive, quelle qu'elle soit, qui avait complètement détruit, enflammé son intestin, avait une action jusqu'au niveau oculaire. Bien sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on voit, dès lors qu'on est ouvert, il ne faut pas être fermé, parce qu'effectivement, vous voyez des gens qui ont des uvéites. Oui. Une jeune femme a des uvéites, les ophtalmologistes s'en occupent très bien. Oui, mais personne n'a trouvé la cause. J'ai trouvé une maladie de Crohn. Ça nous a ouvert des perspectives thérapeutiques qui l'ont amélioré davantage. Une personne qui a des orgelets à répétition, réfléchissons.
s'il y a quelques signes digestifs, on peut trouver effectivement une maladie de Crohn. Et la dernière personne que j'ai vue qui est très intéressante, une jeune femme de 35 ans. Depuis 15 ans, elle a une sinusite chronique. Elle ne sent plus les goûts, elle ne sent plus les odeurs. Elle fait le tour de tous les ORL, elle vient me voir pensant que j'allais regarder... coronavirus, peut-être. Oui, peut-être, elle n'avait pas eu le Covid. Pensant que j'allais regarder ses sinus, que tout le monde avait déjà regardé 1000 fois. Mais non, je vais l'interroger surtout, et je trouve une maladie de Crohn, clinique, biologique, etc. Je traite. Et pour la première fois depuis 15 ans, cette femme me dit, j'ai retrouvé les odeurs et j'ai retrouvé le goût. Elle est venue un jour, je l'ai montré en photo avec un panier de fruits, parce qu'elle vend des fruits. Quelque temps après, elle est sous traitement, elle rechute. Elle me rappelle, elle me dit, je ne sens plus à nouveau, j'ai peur que ça recommence. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai donné le médicament qu'on donne par la bouche pour le Crohn, que ça. 8 jours après, elle retrouvait le goût et les odeurs, à nouveau. Ce qui prouve bien les relations. Donc, faut pas être fermé. Et quand on sait que l'intestin est probablement à l'origine de 80% des maladies, rendez-vous compte, maladie de Parkinson, bien sûr, sclérose en plaques, même probablement Alzheimer. Hein. Alzheimer, maladie de Charcot. Ça vaut quand même le coup d'aller regarder des petits paramètres biologiques qu'on a tous les jours dans les prises de sang, pour ensuite aller un peu plus loin chercher d'autres parasites. Beaucoup de maladies auto-immunes sont d'origine digestive. Exactement. Avec des traductions rhumatologiques, neurologiques, ophtalmologiques, etc. Et c'est là que les spécialités médicales, on a tellement saucissonné le corps humain. Et toi, tu as une vision très large. Tu n'es pas enfermé que sur la peau, tu regardes à l'intérieur. Et même beaucoup de Lyme, maladies de Lyme chroniques. Sont des gens qui ont, en fait, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je pense, personnellement, on aura un débat, je crois, quelque part dans le Sud sur ce sujet. Les Covid longs, beaucoup sont en fait la révélation d'une Mickey. Et que c'est pas le Covid, c'est la Mickey. Alors, les liens maladie de Lyme, intestin. On pense, une étude qui a été montrée, que la Borrelia, la bactérie du tic, pourrait initier une maladie de Crohn. Alors là, on voit les relations cette fois, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand on dit maladie de Crohn, pour moi, je pense parasites qui viennent de surcroît se coller sur l'entéropathie exudative. Mais c'est quelque chose qui n'est pas connu dans le monde gastroentérologique. Ne le dis pas. Non. J'ai lu son bouquin, Perron ne parle pas des parasites. Non, on ne parle pas de parasites. Il faut qu'on vous mette ensemble. Donc il faudrait qu'on discute ensemble, parce qu'il y a plein d'ouvertures. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc ce livre sur les parasites va donner, je l'espère, aux lecteurs, médecins, énormément d'idées pour creuser tel ou tel aspect. Parce que moi, je n'ai vu que ce que je pense connaître, et il y a peut-être des choses... Non, tu as une expérience colossale. Et en plus, je dirais, tu donnes tous les noms de ces parasites les uns après les autres. On n'arrive pas à les retenir, tellement ils sont nombreux. Mais toi, tu nages avec eux, je dirais, tu les connais sur le bout des doigts. Puis après, il y a des parasites, tu sais, comme l'échinococcose. L'échinococcose alvéolaire, qui détruit le foie. Moi, j'en ai vu beaucoup quand j'étais jeune chirurgien au Maroc. C'est affreux, ça. J'en ai opéré beaucoup. J'ai opéré des échinococoses, de la thyroïde. J'en ai vu du foie, j'en ai vu de partout. Quelque chose d'inimaginable. À cause du chien. Je raconte l'histoire du seul cas au monde qui a fait une échinococose, non pas du foie, mais de la peau. Parce que le parasite qui passe normalement dans le ligament rond, c'est un petit ligament qui amène au foie, mais il est parti vers la peau. Donc il a développé ça, c'était un de mes voisins, l'histoire est un petit peu curieuse et banale. Mais également, il y a d'autres parasites dont on ne parle pas. Ces parasites, les ectoparasites, les parasites de la peau. Les poux, les morpions, la gale, et un petit parasite de la peau qu'on appelle le démodex, un petit crabe sur la peau. Donc ces parasites à 4 pattes, on le voit pas. À 4 paires de pattes, non on le voit pas, mais ça fait des petits boutons qui ressemblent à l'acné rosacée. D'accord. Eh bien, quand on a ces parasites à 4 paires de pattes, les poux, etc., il y a souvent en plus des vers dans l'intestin. Donc s'il y a un malade à la gale et qui continue de se gratter après le traitement de la gale, méfiez-vous, probablement il faudrait traiter ces parasites intestinaux. Voilà ce que j'ai retenu, et c'est vrai que m'arrive parfois de recevoir des gens qui ont la gale, ont été bien traités, bien diagnostiqués, mais continuent à se gratter. Et la seule chose que je fais, c'est de traiter les parasites et ils guérissent. Alors, c'est amusant parce que j'ai beaucoup de gens, après des émissions comme celle-là, qui m'appellent en me disant « Comment je peux voir le professeur Humbert ?» Je lui dis « Écoutez, vous appelez son secrétaire. »« Oui, mais j'ai appelé, j'aurai pas le rendez-vous avant le mois d'août ou de septembre. » Bon, tu as un peuple fou qui vient te voir parce qu'ils sont en errance diagnostique, ça c'est clair. Mais alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont vraiment fait plaisir parce que des personnes, ils m'ont dit « Grâce à ce que vous faites, avec les émissions avec le professeur Joyeux, en écoutant le professeur Joyeux et vous-même, on a pu savoir ce qu'on avait. On a fait notre diagnostic. Ils ont écouté des heures et des heures de discussion. Et comme on explique les choses, me semble-t-il, simplement, ils ont posé leur diagnostic. Oui, tout à fait. Que ce soit les Mickey, maladies inflammatoires d'intestin liées au gluten ou au lait de vache, on a expliqué tout ça dans le passé. Maintenant, les parasites, tout le monde va s'y reconnaître. Au travers du livre, on va
tous savoir si on a des parasites ou pas. Eh bien, quand on traite les parasites, il y a énormément de choses qui s'améliorent. C'est incroyable. Non, mais c'est-à-dire, le problème du gastroentérologue, c'est qu'il veut avoir un tube digestif propre. Oui. Donc lui, ce qu'il veut, c'est descendre son tube, voir, éventuellement mettre maintenant une capsule. Tu sais qu'ils te mettent la capsule, tu l'avales, elle va jusqu'en bas. Il y a qui fait la télévision, hein, parce que la capsule a une caméra, etc. Donc c'est pas eux. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce problème, de ces hôtes invisibles qui sont pourtant là. Et qui sont dans l'intestin grêle, cet endroit qu'on n'examine pas sauf avec la capsule. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la coloscopie en cas de maladie inflammatoire de l'intestin est normale dans 50% des cas. Vous n'avez pas de polype et pas de cancer. Donc, au suivant. Voilà. Et on dit vous avez rien. Mais si votre coloscopie est normale, peut-être que vous avez bien quand même une maladie de Crohn. Allons le voir différemment avec de la biologie. La capsule va être négative dans 40% des cas. Oui. Et donc, voilà. On peut avoir des examens normaux négatifs, ça n'élimine pas. Et ça, je voudrais le dire pour les patients, parce que très souvent, ils reviennent en disant « Regardez, mes anticorps sont négatifs, donc je n'ai pas d'intolérance au gluten ». C'est faux. L'intolérance au gluten, c'est pas biologique, sauf la maladie cœliaque, mais c'est pas biologique, il y a des marqueurs qu'on ne connaît pas. Et la maladie cœliaque qui peut conduire au lymphome. Et puis la maladie cœliaque, là, il y a des marqueurs, effectivement. Donc, il faut pas croire, quand il n'y a pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas. Oui. Et alors, parmi les animaux, est-ce que tu as un choix? Est-ce que tu préférerais conseiller, vous avez un chat, mais il vaudrait mieux que vous ayez un chien? Ou alors, est-ce que tu vas plus dans le détail de ces animaux de compagnie? Parce que des animaux de compagnie, il y en a beaucoup, surtout chez les personnes âgées, qui vivent tout seuls, etc. Bon, et qui ont des problèmes. C'est important. Très important. Moi, dans mon enfance, j'ai eu des poules. Oui. Parce que je voulais faire médecine. Je crois que Jean a des poules aussi. Des poules. Et je les ai vues grandir, et je crois bien qu'à la fin, je les ai disséquées pour savoir comment elles étaient faites. C'était ma passion de la médecine. Tu faisais de la chirurgie, alors. Chirurgie. Des sur les gallinacées. poules. J'ai eu des canaris, des choses comme ça. Mais les animaux de compagnie, les chats, les chiens, c'est très bien, mais il faut les vermifuger. Voilà, ça. Et les vétérinaires le disent, Ils le parce que disent, ce sont eux qui connaissent la parasitose du chien et du chat. Un petit chiot doit être déparasité tous les mois. C'est fréquent, ça coûte cher, mais il faut le faire. Une chienne qui porte, une chienne gestante, tous les mois également. Tous les mois? Tous les mois, la chienne gestante, parce qu'elle pullule de parasites. Je comprends. Un chien adulte, un chat adulte, tous les 6 mois. Mais vous voyez, on risque toujours quand même les croisements, c'est pas 6 mois jour pour jour. Oui, bien sûr. Donc on peut quand même, toujours se laver les mains, toujours après avoir caressé parce que un le chien. chat, il est là, le chien, on le caresse, et il est là en train de te lécher, etc. quoi. Et puis parfois c'est sournois. Un chien est passé ici il y a 3 semaines, on ne voit plus rien. Il a fait une crotte, mais on ne voit plus rien. Pourtant, il y a des œufs qui s'embryonnent à l'air libre. Et vous allez poser votre main et vous allez attraper la parasitose. C'est ce qui arrive dans les bacs à sable. Tu en parlais tout à l'heure. Le toboggan, toutes ces choses-là. Les enfants, attention, quand ils rentrent des jardins publics, une bonne douche, bien lavée, les mains, etc., pour éviter qu'ils ne portent trop à la bouche. Et l'été, on vérifie qu'ils n'ont pas une tique sur le dos ou ailleurs, qui pourrait être à l'origine d'une... Et puis à l'écoute de petits signes, par exemple les petites dartres chez les enfants, c'est un signe de parasite. L'excitation, ou les enfants qui se grattent le nez, par exemple, ou qui ont de l'énurésie, le pipi au lit. Les petites filles qui se grattent au niveau génital, ça arrive souvent, ça. Attention, c'est les parasites. Donc, le nez qui coule aussi. Tout ça, c'est des petits signes de parasites. On les retrouve ici. Il faut que les mamans, les papas, ils soient... Donc des pathologies ORL, au fond. ORL, c'est vrai que l'ORL... Tu disais se gratter les oreilles, par exemple. Problème de sinus. Exactement. Les yeux également pour les ophtalmos. Enfin, toutes les spécialités sont impactées. Qui grattent un peu et qui entraînent des écoulements. Volontiers. Et alors, est-ce que tu arrives à travailler en collaboration avec des rhumatologues, avec d'autres collègues qui sont d'autres spécialités, qui t'envoient des malades? Bon, je pense que pas beaucoup, c'est le malade qui vient te voir. Oui, c'est le malade qui vient parce que c'est très difficile, ce n'est pas enseigné, ce n'est pas compris. Encore dernièrement... Mais au moins, on l'enseigne nous, c'est déjà pas mal. Hein. On m'écrit, mais pourquoi évoquez-vous chez ce petit garçon qui tousse un parasite? Je dis parce que... Asthme. Parce que l'asthme et la toux sont des manifestations de parasitose, et en plus, il a une anomalie dans ses prises de sang, les éosinophiles. Et ce médecin m'écrit en me disant, il n'y a pas d'anomalie des éosinophiles. Alors qu'il y en a une, puisque je l'ai écrite. Donc, il l'a ignoré. Donc, si on ignore tout, parce qu'on ne veut pas y croire, ben on va passer à côté. Et ce petit gamin, il a guéri de sa toux sous traitement antiparasitaire. Alors qu'il partait pour avoir des anticorps monoclonaux pour un asthme. Probablement, et puis des endoscopies, des tuyaux partout, etc. Parfois, les choses sont simples. Et pourquoi Jean avait-il des parasites? Parce qu'il avait une intolérance aux protéines de lait de vache,
qui s'est manifesté par de la régurgitation, par des douleurs abdominales et par un peu d'eczéma. Et voilà, donc voilà toute l'histoire. Intolérance au lait de vache, les parasites, et puis la toux qui apparaît. Ce qui est intéressant, c'est que dès les années 92, tu as publié, tu es allé récemment aux États-Unis, tu me l'as raconté, mais dès les années 92, tu as publié les relations entre le tube digestif et la peau. Oui, et la peau. Alors qu'à l'époque, c'était absolument inconnu. Et le psoriasis, la maladie psoriasis. Oui. Aujourd'hui, ça y est, on revient aux causes parasitaires. Dans les vieux livres, on trouve ça, parce que j'aime beaucoup les livres anciens de médecine, j'ai trouvé des descriptions de parasitose associée au psoriasis. Aujourd'hui, ça revient. Tous mes psoriasiques, je les ai traités par antiparasitaires. Pourquoi? Parce qu'il y avait des démangeaisons. Et on dit c'est la maladie psoriasique qui gratte. Oui, qui gratte, c'est ça. Mais pendant longtemps, on a dit que ça grattait pas. Et puis après, on dit que ça gratte. Donc pourquoi? Je pense qu'il y a des patients qui ne se grattent pas, puis des patients qui se grattent. Eh bien, ceux qui se grattent, c'est parce que probablement ils ont des parasites dans leur intestin. Et c'est logique. Sans qu'on les voie, sans qu'on les voit. Ouais, c'est ça. Et c'est logique qu'ils en aient, puisque j'ai démontré en effet en 92, comme tu le sais, qu'il y avait une perméabilité de l'intestin du psoriasis. Non, tu étais très en avance et finalement il faut du temps pour arriver à faire passer. Parce qu'au fond, il y a des erreurs de la médecine, il faut le reconnaître, hein, où on s'est planté des tas de fois avec des médicaments, quand on donnait aux femmes enceintes un médicament pour éviter qu'elles aient des nausées, alors que le gosse il naissait avec un bras en moins ou un pied en moins, etc. On a fait des catastrophes. Donc il faut reconnaître avec humilité quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, tu as une vision extrêmement large que l'on ressent très très fortement dans ce bouquin sur les parasites. Mais je m'aperçois d'une chose, et c'est un peu regrettable, c'est qu'on n'a plus cette confiance. Les jeunes médecins aujourd'hui sont tellement élevés aux recommandations, sur des sortes d'évidences médecines. Le thésaurus, voilà. Thésaurus, qu'ils n'acceptent même pas l'expérience d'un expert. Nous sommes de vieux renards. Nous sommes des vieux renards. 30 ans d'expérience, c'est mieux qu'un article scientifique, ça a été démontré. Et les grands experts, je pense au professeur Godot et à d'autres, quand ils posent un diagnostic, ils ne pouvaient pas se tromper. Aujourd'hui, vous êtes professeur de médecine, vous avez une grande expérience, on va vous contester votre diagnostic. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Au détriment du malade, puisque du coup, on n'a pas autre chose à lui proposer. Vous avez prescrit quelque chose, tu n'as pas vu un de nos collègues à Lyon, un neurologue absolument remarquable. Ils l'ont radié à 83 ans. Ils l'ont radié, professeur Trouillard. Non, mais c'est impensable. Alors qu'il a guéri des gens. Alors qu'il a guéri des gens, quoi. Non, mais on est où? Dans quel monde sommes-nous? Moi, j'ai vu des experts qui m'ont fait le reproche d'avoir traité par antiparasitaire des personnes qui se grattaient prurite cinématérielle sans lésion pendant des années. Ils m'ont dit ce n'est pas dans les recommandations que de donner des traitements antiparasitaires. À l'ANSM, il y a des gens qui sont strictement incompétents. Hein. Mais ce que j'ai expliqué, c'est qu'ils avaient des démangeaisons, mais par ailleurs, j'ai trouvé qu'ils avaient une maladie parasitaire. Bien sûr. Je traite la maladie parasitaire et je fais la liaison entre les deux. Si vous voulez pas la faire, vous tant pis, mais en traitant les parasites, ils ont guéri. Mais on m'a fait le reproche de cela. C'est quand même incroyable. Les professeurs de dermatologie. Donc, on arrive à un moment extrêmement difficile de faire de la médecine de qualité. Non, mais là, je pense que nous sommes tous les deux des résistants. Mais nous ne sommes pas en 1940 avec la Gestapo aux fesses. Mais nous avons le conseiller des Landes qui, quand même, nous gratouille. Parce que moi, ça fait 10 ans qu'ils me cherchent des puces. Je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent me radier comme ils ont fait pour le professeur Trouillas. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés parce que je me défends et que j'ai une défense il faut travailler. Il ne faut pas se laisser faire. Hein. Mais à ce sujet, c'est terrible. C'est innommable ce qu'ils ont fait au professeur Trouillas. Quand je pense, j'ai été témoin d'une patiente qui était paralysée, elle a 17 ans, paralysée d'un membre. Et le professeur Trouillas, par son traitement, l'a fait guérir. Ça fait 2 ans qu'elle passait de neurologue en neurologue, personne ne l'a trouvé. Il a trouvé le traitement en passant par la maladie de Lyme. Elle a guéri. Et on le radie parce que ce ne sont pas des traitements habituels. C'est ça. Mais quels sont les traitements habituels de la maladie de Lyme qui guérissent? Il n'y en a pas. Il n'y a que des traitements d'exception qui guérissent les gens. Par l'imagination du professeur Perron, l'imagination du professeur Trouillas, etc. Et ils l'ont radié. Et ce monsieur, malheureusement, il en souffre beaucoup. Il en souffre terriblement. Oui, bien sûr. Bon, mais je crois qu'on a fait un tour absolument fabuleux de ce livre. Et je pense qu'il faut vraiment le lire avec patience, je dirais, quel que soit... Et vous avez les dessins de tous les parasites, donc c'est aux éditions Guide Trédaniel, qui est un excellent éditeur, et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses, ça vous sera utile. Et merci infiniment, Philippe, d'être avec nous aujourd'hui, dans cet instant joyeux avec toi, mais tu as peut-être quelque chose à ajouter. Oui, une toute petite chose, il faut être très attentif à limiter le plus possible, voire éviter de préférence l'alimentation ultra transformée, parce qu'elle contient des additifs qui sont capables de réduire l'épaisseur de la couche de mucus protecteur
vecteur au niveau de l'intestin. Ça a été démontré, entre autres, par des chercheurs Tu parles de français. l'alimentation industrielle. L'alimentation industrielle ultra transformée, parce qu'on peut faire de l'industriel avec des processus qui sont, je dirais, plus raisonnables, peu transformants. Mais les émulsifiants, notamment, sont capables de faire de gros dégâts. Et les émulsifiants. Donc les additifs alimentaires, il faut les limiter le plus possible et utiliser des matières premières brutes de la meilleure qualité possible pour éviter d'avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal et donc réduire le risque de développer des parasitoses. Donc au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir, ça veut dire qu'il faut faire gaffe à nos assiettes, bien choisir, ce que disait déjà signalé. Bah, écoute Philippe, merci infiniment pour cet instant que nous avons passé ensemble et qui va diffuser autour de nous pour que les gens soient en meilleure santé. Merci à très bientôt. Merci. Au revoir.